Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir François Barraud, notre chairman, le président de l'association du DigiWorld Institute. François, bonjour. Bonjour Jacques. François, alors cela fait maintenant depuis 2011 que tu pilotes la transformation de l'IDAT qui est devenue DigiWorld Institute. Est-ce que tu peux nous expliquer les principes qui ont guidé cette transformation qui est assez radicale ? Alors si on refait un petit peu d'histoire, l'IDAT a été créé en 1977 par France Télécom et le gouvernement pour créer une plateforme de réflexion sur les infrastructures, essentiellement télécom. Souviens-toi Jacques, à l'époque, il n'y avait pas de mobile, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de cloud, c'était les réseaux voix. L'IDAT, association, s'est transformée, a suivi l'évolution de la technologie, le mobile est arrivé, internet, etc. Et en 2011, j'ai été élu. Bravo. Piloter avec les équipes et créer un nouveau projet. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour que cela devienne un institut mondial? Moi, j'ai toujours eu des ambitions mondiales. La première chose, c'est qu'on s'est développé géographiquement. Nous avons ouvert un bureau à Bruxelles, à Londres. Nous sommes allés aux États-Unis, avec d'ailleurs, on a un partenariat avec Columbia. Nous sommes allés en Afrique, nous sommes allés au Moyen-Orient. La deuxième chose, c'est que j'ai pris mon bâton de berger. Je suis allé recruter beaucoup de membres. Je crois que j'ai dû en ramener 40 ou 50. Et troisième chose, les télécoms ne nourrissant plus son homme, il y a eu une transformation aussi grâce à nos membres, grâce à l'industrie. On s'est intéressé à beaucoup de sujets qui font l'actualité. Alors, avec toujours cet objectif d'être en avance de phase. Parce que, en revanche, ce qui était intéressant pour nous et l'équipe et tous les chercheurs qu'il y avait, c'était voir comment est-ce que la technologie va transformer les usages, notre vie, et où est-ce que notre monde allait. Alors justement, souvent tu parles du cercle vertueux, notamment du monde du numérique et des évolutions. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques explications par rapport à cette théorie ? Oui, en fait, moi j'ai eu la chance de commencer à programmer en 1977, l'année de création de l'IDAT. Et effectivement, au lieu d'avoir une moto comme c'était la mode, j'avais 16 ans, j'ai eu une boîte noire pour commencer à programmer des formes d'ondes, pour faire de la musique. Et donc, cette passion ne m'a pas quitté et j'ai eu le plaisir de voir arriver le PC, d'être un témoin et puis après un acteur assez présent donc, dans ce domaine-là. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'est la technologie, il y a 3 pavés. Le premier pavé, c'est le hard. Deuxième pavé, ce sont les transmissions. Troisième pavé, c'est toute l'algorithmie pour rendre les données prégnantes et pertinentes entre elles. Quand on regarde le hard, ça commence par les sensors, ça commence par les petites caméras, l'iPhone, les montres connectées, l'edge computing. Il y a tout un ensemble de technologies embarquées ou pas d'ailleurs, qui sont en train de se développer avec des échelles de puissance qu'on n'a jamais vues. Intel, souviens-toi, a inventé la loi de Moore. Oui, absolument. On doublait tous les 18 mois. IBM l'a repris d'ailleurs pour sortir leurs ordinateurs. Aujourd'hui, on est dans des cycles qui vont de 10 à 1 million jusqu'à 2030. Donc c'est quand même une révolution technologique sans précédent. Deuxième chose, avec l'arrivée de la 4G, la 5G et bientôt la 5G millimétrique, eh bien, on a maintenant des vitesses d'uploading ou downloading proches du gigabit, pardon. Gigabit, oui. Je suis encore au siècle dernier. Et on va parler de 3-4 gigabits et peut-être de 10 gigabits. Et en parallèle, les temps de latence vont être divisés par 100. Le temps de latence, c'est le réflexe humain. Et ça, c'est une révolution technologique sans précédent, sans compter qu'on est en train d'éradiquer les zones blanches, les zones grises. La troisième chose, c'est on produit des données partout. Ces données communiquent, sont transmises, sont calculées. Comment est-ce qu'on les rend pertinentes? Donc, il y a toute une algorithmie qui se développe. Et donc, le cercle vertueux, finalement, c'est une explosion de la technologie qui change les usages. Ces usages changent les business models. Ces business models changent les vecteurs d'investissement. Ce cercle tournait relativement lentement. Après, il y a eu des événements exogènes. On a connu
le Covid, il y a eu la guerre, il y a eu la transition écologique, eh bien, ça tourne de plus en plus rapidement. Finalement, ces éléments exogènes n'ont fait qu'accélérer des tendances de fond. On l'a vu avec le télétravail, et notre rapport d'ailleurs sur le changement dû au télétravail. Et tout ça est mis dans une cocotte minute, on mélange, et au DigiWorld Institute, on essaye de voir les impacts pour la société, pour nous, nos entreprises et nos membres. Tu fais référence en effet aux travaux qui ont été pilotés avec Éric Labaille, qui était à l'époque le patron de l'Institut Polytechnique et de l'École Polytechnique, et qui effectivement avait mentoré une commission sur ce sujet. Alors François, tu as un parcours, tu l'as dit, en 77 tu t'intéressais déjà à l'intelligence artificielle aussi, tu as été un des premiers Français je crois à aller dans la Silicon Valley. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous donner les grandes étapes finalement qui t'ont amené jusqu'ici, jusqu'au DigiWorld Institute? Alors c'est toujours agréable de raconter sa vie, mais pour faire une histoire longue, relativement courte, j'ai eu la chance de travailler sur l'IA et la robotique très tôt, en 82. En fait, le gouvernement a lancé une sorte de bourse et a demandé à 4 personnes de travailler là-dessus. J'étais un des 4. Donc j'ai travaillé à la fois avec le laboratoire de Centrale et des Mines à Paris, et j'ai travaillé sur un robot manipulateur 5 axes pour rééduquer les hémiplégiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que medtech en fait, d'une certaine façon. C'était de la medtech, c'était compliqué. L'idée c'était de faire une corrélation entre un signal électrique qu'on mettait à la colonne vertébrale en fonction du courant que l'on mettait et où est-ce qu'on mettait l'impulsion électrique. Il y avait des mouvements de pronation, supination. Et donc, ce qu'on faisait en 3 jours, maintenant, on le fait en 1/10 de seconde. Finalement, l'intelligence artificielle qui est née de l'équipe de Turing en 1953, je recommande d'ailleurs de voir ce film excellent qui s'appelle Enigma. Moi, j'ai commencé à travailler en 1982. Bien sûr, il y a eu des progrès, mais le gros progrès, c'était la vitesse. 3 jours de traitement pour analyser et corréler tout ça. Après, je suis rentré dans les laboratoires d'IBM pour faire de la robotique et de l'IA. J'ai créé des sociétés après, assez vite, avec des amis dans le Minitel, dans d'autres secteurs. J'ai eu beaucoup de bonheur à travailler dans une société qui s'appelait Computer Vision. Ouais. Et on se battait d'ailleurs contre Katia, et chaque fois que je revois Bernard Charlès, d'ailleurs on rigole de nos jeunes années où on se piquait les clients les uns les autres. Après j'ai créé 3 sociétés dans le domaine des réseaux intelligents, des cartes prépayées, et une autre d'ailleurs dans les autorisations de paiement avec mon ami Bernard Bourigeaud qui s'appelait Astria. Une de mes sociétés a été rachetée par un groupe qui s'appelait Stratus Computer, Fault-Tolerant, donc j'étais patron Europe, après CEO. Cette société de Boston était rachetée par Ascend Communication, donc je suis arrivé dans la Silicon Valley au mois d'août 98, et là ça a été une découverte absolument incroyable. D'ailleurs mon premier jour quand je suis arrivé, il y avait un valet de parking. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, un valet de parking, qui m'a pris ma voiture, qui a fait le plein, qui l'a nettoyé. Le deuxième jour, le chairman vient me voir et me dit qu'est-ce que tu fais? Tu as des réunions? Je lui dis non, ben rentre chez toi. Donc on me l'a dit une fois dans ma vie, je suis rentré chez moi. Et là, je m'occupais de 2 choses, du développement international, j'étais président international, et de la recherche avancée. Moi, j'ai toujours eu une casquette d'opération, de développement et de la recherche, que j'adore la recherche. Et là, c'était un grand moment de bonheur, puisque nous avons passé, j'ai passé avec les équipes une partie de ma vie dans les avions, à construire les premiers réseaux Internet en Inde, en Arabie Saoudite. J'étais avec la délégation française avec MBS, et on s'est rappelé nos bons souvenirs. Et finalement, j'ai toujours aimé connecter les gens, ce que l'on fait avec bonheur au DigiWorld Institute, et connecter à la fibre, connecter pour que le savoir, la connaissance soit transmise. Coup de théâtre, janvier 99, Lucent nous rachète 26 milliards de dollars. Donc je me souviendrai toute ma vie, je rentrais à Paris, je rentrais toutes les semaines de San Francisco-Paris. Le chairman me court après, il me dit « François, finalement le deal se fait, t'es riche, 26 milliards, c'est super, etc. » Donc, on était tous un peu abasourdis. On était 4 à diriger la société, mais 3 collègues partent à la plage.
Et moi, je me dis, tiens, c'est amusant, j'ai jamais travaillé dans une énorme boutique. Je rencontre Carly Fiorina qui me nomme Corporate Officer. Donc je passe de la Silicon Valley en short et en claquette, dans des locaux absolument pas possibles, à le monde corporate que je découvre. Étant Corporate Officer, nous étions 6. Je me retrouve avec un avion, des gardes du corps, un staff de 10 personnes qui, dès que je bougeais l'oreille, accourait, une personne dédiée à la famille. Et je me dis, mais c'est cool la vie corporate. Et là, je découvre aussi le pouvoir de la marque. Je me souviens, le premier voyage que j'ai fait, c'est en Russie, à Moscou, parce qu'on avait un énorme deal pour relier la Vladivostok et la Finlande, qui m'accueille le ministre des Télécoms et le maire de Moscou. Et là, je me dis, c'est pas François Barrault, hein, c'est la marque. Et finalement, je me dis, c'est quand même plus cool d'être brandé plutôt que d'arriver avec ses armes. Là, beaucoup de bonheur. Je réorganise donc la société. Je deviens président international, puis après patron de la division mobile. 2001, panique à bord. Alors qu'on faisait de la croissance, je dois restructurer l'international. On ferme 8 usines, sauf celle d'Irlande. Donc changement de paradigme. Changement de paradigme. Et puis, malheureusement, je dois me séparer de 6000 personnes. Je prends 2 ans et demi à la plage, où je fais plein de choses. J'adore enseigner, je recrée des sociétés, je prends soin de ma famille. Et je reprends une activité corporate en étant le président international de BT, puis le CEO au board de PLC, de toutes les activités entreprises, et après le CEO, voilà. 2008, j'ai eu des graves problèmes de santé, donc je suis sorti pendant 6-8 mois du monde corporate, et après, j'ai décidé de séparer ma vie en deux, une vie de pro bono, l'IDA DigiWorld qui m'a pris beaucoup de temps, j'enseigne aussi de temps en temps, je travaille avec des think tanks, et une activité de business pour être in the game, voilà. Et alors, on voit ton parcours qui est à la fois un parcours fondé sur la recherche, d'autre part le business, l'international, un point qui est important chez toi qui est la connexion aussi entre les personnes. Tout ça dans un environnement très marqué par les télécoms. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu considères que l'âge d'or des télécoms, tu parlais des années 2000 notamment, mais l'âge d'or des télécoms est derrière nous? Est-ce que cette industrie est-elle actuellement un peu une industrie qui fait face à de nombreuses difficultés, ne serait-ce même qu'en regardant parfois la façon dont les analystes financiers peuvent évaluer les opérateurs? Alors, c'est une question ouverte. Elle n'est pas loin derrière nous, elle est très loin derrière nous si on regarde les valorisations boursières. Il y a eu d'ailleurs un effet de vase communicant. Google, Yahoo, Amazon ne valaient rien, et maintenant les opérateurs télécoms valaient une fortune, et il y a un effet de vase communicant. En revanche, je crois beaucoup dans les infrastructures. On a besoin d'infrastructures. S'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de GAFA, et c'est devenu partie essentielle de la vie. Ce que l'on a loupé, et je m'en souviens très bien quand j'étais dans la Silicon Valley, Internet est arrivé d'une manière assez fourbe, puisque c'était un outil de communication entre labos, et finalement c'est une industrie de plusieurs trillions de dollars qui n'a été faite sans aucune gouvernance. Il y a beaucoup de secteurs qui sont régulés, la finance, le transport. Et là, petit à petit, c'est arrivé. Il y a eu des tentatives, la net neutralité. Et les Américains, chaque fois que j'y vais ou que je retrouve mes collègues de la Silicon Valley, là j'y vais bientôt, ils me disent en rigolant, on vous a bien eu. En gros, on a loupé l'Internet, on a loupé le cloud. Heureusement, on a un commissaire européen très actif, Thierry Breton, et Bruno Le Maire, qui était aux entretiens d'Aix il y a quelques jours, aussi ont pris le problème à bras-le-corps avec d'autres opérateurs pour dire il y a besoin d'un peu d'ordre. Donc, on aura toujours besoin de télécom. Ce qui est injuste, c'est que les sommes ne sont pas redistribuées. Ouais. On est quand même dans un environnement déflationniste. Il y a un rapport CAPEX-EBITDA fixé par les marchés avec une augmentation de trafic comme ça. Donc, les opérateurs, pour survivre, soit doivent se regrouper, comme a fait Orange avec 3 autres collègues, ce qu'a annoncé Christian Lehmann, soit réduire les coûts, ou soit dire est-ce que mon réseau est core ou est-ce que ce sont les clients. Donc il y a une transformation, il y a tous les banquiers d'affaires qui rôdent autour pour accélérer à la consolidation, mais il y a 160 opérateurs en comptant les MVNO en Europe, il y en a 3 plus 1 aux États-Unis, 3 en Chine. À un moment donné, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps.
Mais c'est, là encore, comme l'eau, le gaz, l'électricité, les opérateurs est une nécessité. Moi, je parle depuis 25 ans d'énergie numérique. Tout le monde a droit à l'eau, au gaz, à l'électricité, en tout cas dans le monde occidental. Et moi, je suis un défenseur de l'énergie numérique où tout le monde doit avoir une possibilité de se connecter, alors de manière hybride, le satellite, la fibre, la 5G, mais c'est l'ouverture vers le savoir, vers les services, et c'est ce qui me passionne dans notre industrie, c'est contribuer à ce que tout le monde soit connecté. Alors, justement, tu parles d'énergie numérique, et quand on parle d'énergie numérique, on voit bien aussi le rôle que peuvent avoir les disruptive tech et toute la technologie numérique par rapport à l'enjeu de réindustrialisation qui s'est posé encore plus à l'issue de la pandémie, avec la guerre en Ukraine. Comment vois-tu dans cet enjeu de réindustrialisation un thème notamment qui revient, qui est la cybersécurité? Je crois savoir d'ailleurs que tu as été un acteur, entre guillemets, un peu victime d'ailleurs aussi d'une attaque de cybersécurité sur laquelle tu peux peut-être revenir. Oui, alors j'ai créé avec 2 autres amis une messagerie cryptée, X500, que j'ai vendue au KGB d'ailleurs. On avait le droit à l'époque. Hein. On a fait Air Traffic Control, les avions, etc. C'était une messagerie hyper cryptée qui ne devait jamais tomber en panne. Donc je me suis intéressé à ces phénomènes-là. Et d'ailleurs, quand j'étais patron de BT, on opérait les services secrets américains, anglais. J'avais 700 et 500 personnes dans des bunkers qui opéraient tout ça. Mais si on regarde ce qu'on appelle la réindustrialisation ou alors la démondialisation, la mondialisation, finalement, c'était faire une analyse taylorienne des tâches et dire je vais produire en Chine, je vais avoir mon call centers en Inde parce qu'ils parlent anglais, je vais avoir mes recherches et développements en Asie du Sud-Est. Le seul KPIs, les seuls facteurs prégnants étaient le coût. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs éléments exogènes que je rappelais tout à l'heure. Première chose, la pandémie, la transition climatique, le canal de Suez bloqué, et on s'est aperçu finalement que si on ne prenait en compte que le coût, on devenait très fragile. Hein, on n'arrivait plus à livrer. Donc les circuits courts ont été développés. Donc typiquement, une société qui avait une usine en Europe et en Chine, et bien maintenant, l'usine chinoise va produire en Chine, l'usine française ou allemande va produire en Allemagne. Mais pour être compétitif, il faut être robotisé, il faut avoir surtout une technologie hors pair pour pouvoir produire moins cher, de meilleure qualité et en 7/24. Donc la réindustrialisation, finalement, est une sorte de démondialisation où finalement on va pouvoir utiliser des ressources, produire des services ou des biens près de leur vecteur de consommation. Et ça, c'est passionnant, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Nos amis allemands, d'ailleurs, sont en avance. Et c'est pour ça que j'encourage, dès que je le peux, les pouvoirs publics, les industriels, à passer à la 5G millimétrique, qui va pouvoir permettre donc aux machines d'être plus rapides que les humains. Le réflexe humain, c'est 10 centièmes, et la machine, c'est 10 puissance moins 9. On a notamment, dans le cadre du partenariat que nous avons avec le Grand Est, organisé une learning expédition, justement pour regarder comment les entreprises allemandes avaient réussi à intégrer beaucoup plus rapidement que nous les disruptive tech, et ce qui fait que leur système productif est effectivement plus moderne. Mais en tout cas, les choses sont bien parties en France, tu l'as souligné. Mais si nous revenons un peu sur la cybersécurité, est-ce que tu peux nous raconter peut-être rapidement l'attaque de cybersécurité que tu as dû contrer? J'en ai eu beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, sans donner de trop de détails, on avait à peu près 700 000 attaques par jour. Ah, d'accord. Sur les réseaux. Alors, les réseaux, c'est assez simple. On envoie des malwares d'une manière assez anachronique. Certains traversent, certains ne traversent pas. Il y a une inflation entre les hackers et les systèmes, et d'ailleurs c'est un bénéfice très juteux pour tout le monde. Le hacking, il y a 10 ans, il y a 5 ans ou aujourd'hui, est devenu un sport. Il y a des championnats du monde. On avait d'ailleurs fait venir un des champions du monde de hacking il y a quelques années à notre G-World Summit, et en 10 minutes, il a hacké les feux rouges, la salle et le niveau de protection. Alors, qu'est-ce que veulent les hackers finalement? Soit de l'argent. On a été victime dans une de nos sociétés
d'un King le 25 décembre à 15 h. Hein. Ils sont rentrés pendant que tout le monde débarquait les cadeaux. Ils ont arrêté le système avec une rançon. Enfin, j'ai bien choisi leur date. Non, mais ça veut dire quoi? C'est du crime organisé. Hein. Avant, les guerres étaient territoriales. Maintenant, ce sont des gens qui réfléchissent, qui planifient. C'est une stratégie et des gens assez brillants. D'autres veulent la gloire. Hein, à tous les Jeux Olympiques, je me souviens quand j'ai gagné les Jeux Olympiques de Londres, toute l'infrastructure, on a mis en place une équipe de cybersécurité de plusieurs centaines de personnes avec les meilleurs, parce qu'on n'avait qu'une crainte, c'est que la finale du 100 mètres, tout s'éteigne. Hein, c'est la gloire. Alors après, on parle beaucoup de cybersécurité. Moi, je parle aussi de cyber-résilience. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on voit le nombre d'événements sur le net, c'est-à-dire les paquets qui se développent, qui se déplacent, plus on a d'événements, plus on va développer des bugs aléatoires. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des infrastructures où tout d'un coup, eh bien, des bugs, c'est comme des cellules qui se développent, il y avait un bug. Et la cyber-résilience, c'est justement anticiper ces problèmes, faire ce qu'on appelle du staging. Par exemple, premier de l'an, entre minuit et 2 h du matin, il y a plusieurs milliards de SMS. On ne va pas construire une infrastructure pour plusieurs milliards, mais on va, avec des topologies différentes, des réseaux intelligents, pouvoir adapter le réseau. C'est comme les péages de Deauville le vendredi soir et le dimanche soir. On change un petit peu tout ça. Donc la cybersécurité et la cyber-résilience, qui permettent la business continuité aujourd'hui, sont des domaines passionnants qui sont indispensables en termes de protection et de développement pour la réindustrialisation de la France. Parce qu'on peut être attaqué et ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Alors, tu parles de cyber-résilience, on parle de cybersécurité, on est là dans le côté peut-être un petit peu sombre du numérique. Selon toi, et peut-être en conclusion, comment vois-tu, es-tu un optimiste finalement du numérique? Est-ce que selon toi, cela va pour justement accompagner le progrès et construire un monde meilleur? Comment vois-tu les choses? Alors moi, je suis d'un naturel optimiste, d'une part, et j'ai confiance dans la jeunesse. En revanche, avec ce qui se passe, on voit avec ChatGPT, 2, 3, 4, 5, qui va mieux s'exprimer que nous, pas de faire de faute d'orthographe d'ailleurs, en plus. C'est vrai qu'il y a des grands chamboulements. Mais il y a une typologie de choses qu'il faut vraiment distinguer. Il y a d'abord la tâche. La tâche, c'est l'exécution un process, les avocats, les due diligence, etc. Et ça, c'est vrai que la technologie, l'intelligence augmentée, j'aime pas ce mot artificiel, ou collective, hein, comme Waze, hein, on met ensemble des millions de personnes sur une plateforme, va pouvoir accélérer d'une manière très précise et très fructueuse l'ensemble des tâches, et c'est vrai que certaines tâches vont disparaître. Après, il y a le métier. Et le métier va toujours rester. Un médecin, par exemple, une consultation d'une demi-heure, le médecin va passer 20 minutes peut-être à avoir des diagnostics, des symptômes, poser des questions. Dans un environnement assez proche, avec la maintenance prédictive, le patient va arriver avec tous ses symptômes, avec un certain nombre de choses, et finalement le médecin, il va sous-traiter la tâche à la technologie, et en revanche le métier va être là. On va avoir de l'écoute, et quand on a un médecin qui est bienveillant, empathique, on est moins malade. Donc je pense que l'inquiétude va aller chez les avocats, chez les banquiers d'affaires, chez tous ceux qui font des tâches, parce que l'intelligence augmentée collective, artificielle, va augmenter très fortement la productivité. En revanche, le métier sera toujours là. On a besoin de contact, on a besoin de connecter notre cerveau droit, on a besoin d'échanger. Donc moi, je suis assez confiant. La chose qui m'inquiète cependant, c'est le référent en termes de connaissances. Quand j'entends « j'ai vu ça sur le net » ou sur Wikipédia, ça me rend fou, parce que le net ou Wikipédia deviennent des référents. Or, c'est faux. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire sur les fake news, d'une part, et d'apprendre aux enfants, aux jeunes, de contrôler tout cela et de faire une sorte de développer un libre arbitre. Il y avait une session passionnante entre l'IA et le libre arbitre. Hein, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça termine. Mais d'une manière générale, moi j'ai confiance dans la jeunesse
parce que finalement, la jeunesse, je pense, va utiliser à bon escient la technologie en prenant en compte les enjeux sociétaux, le climat, bien sûr, la diversité, enfin, tous les enjeux futurs. Donc oui, je suis confiant. Parfait, merci beaucoup François Barraud. On aura l'occasion bien sûr de revenir sur les sujets que l'on a évoqués brièvement, que ce soit la réindustrialisation, que ce soit bien évidemment aussi les IA génératives, mais aussi le changement climatique, la transition écologique, lors du DigiWorld Summit 2023 avec la plénière le 1er décembre et les ateliers thématiques que nous allons organiser et auxquels tu participeras bien évidemment entre le 20 et le 30 novembre. François, un énorme merci et à bientôt. Merci Jacques.